un peu du côté justement autobiographique de l'œuvre qui s'ancre dans un souvenir de jeunesse. Ma grand-mère, c'est une femme d'affaires, mon grand-père aussi. Ils ont eu plusieurs commerces. Mais dans la famille, il y a, je ne sais pas pourquoi, il y a la guenille, il y a le commerce des fourrures. Hein. Je veux dire, au Québec, la fourrure, dans les années soit 50-60, c'était très populaire. Puis, il y avait cet endroit-là où on entreposait les fourrures, puis il y avait les patrons. Puis, moi, j'étais très impressionnée par ça, puis ça me faisait un petit peu peur, c'était froid, puis elle parlait, elle racontait des choses, puis je passais du temps à rêver dans les arbres. Elle me racontait des bribes de sa vie. Mais moi, je me connectais avec mes propres histoires, parce que moi, j'aimais beaucoup lire aussi toutes les histoires, les contes. Dans mon esprit, ça a commencé à... J'ai commencé à fabuler, moi, à tout mélanger, si tu veux. Ma grand-mère est devenue une figure archétypale des contes, tu sais, puis... Donc, c'est un peu ça. Puis Nyx, bien, c'est une femme, c'est un archétype féminin. C'est le lieu du rêve, c'est le lieu dans lequel aussi il faut s'abandonner, il faut voyager pour trouver sa propre lumière, si tu veux. C'est un chemin initiatique, dans le fond, de la jeune fille. Et puis, c'est aussi dans la maison de mes grands-parents que je dirais que la danse s'est révélée chez moi. J'aurais pu appeler ça les étoffes de la nuit, hein? Mais oui, les vêtements, les robes, la fourrure, on va se retrouver sur scène, enfin. Ils sont là. On joue avec ça. C'est comme un tremplin, si tu veux. Les voiles, les étoffes, les voiles de la nuit, les voiles du rêve. Nyx est toujours représenté avec un voile. Ça amène aussi une transparence. Ça devient, quand ils se mettent à bouger, ils deviennent des créatures, deviennent très vivantes. Aussi, c'est comme les fascias du corps. On est comme à l'intérieur du corps, on est à l'intérieur de la mémoire, parce que les étoiles organiques, c'est à la fois des créatures, des araignées. Donc la notion du tissage, de coudre, est toujours là. On tisse les histoires, on les défait, on les refait, on brode, tu sais. Le fil de l'histoire, le fil du cosmos. Ça fait que tout ça, ça se croise, ça se rencontre d'une façon poétique. Pour le projet, Joanne m'a demandé d'inventer un univers visuel en partant de certaines idées maîtresses qu'elle avait, qui étaient mythologiques, mais elle avait beaucoup d'idées concernant les neurones, les synapses, tout ce qui est tissage. Je ne sais pas si vous voyez l'image où les mycorhizomes, tout ce qui est racines, puis comment ça s'intrique un dans l'autre. Puis elle voulait essayer d'amener le plus de ces idées d'embranchement puis de filaments sur scène. Ça fait que j'ai travaillé avec différents matériaux pour essayer de mettre ça en place. Il y a une grande contrainte qui est quand même de ne pas envahir l'espace, les volumes pour tous les acrobates, les circassiennes qu'on voit sur scène. Fait qu'il y a des limites puis une gestion intelligente à faire avec ça. Donc, une des solutions, ça a été que carrément les appareils eux-mêmes deviennent une partie de l'environnement visuel. Mais là, il y avait encore les contraintes de dessiner des formes organiques qui seraient ajustées au corps des acrobates, qui permettraient du mouvement, qui mettraient des défis. Puis ensuite, la sécurité, la robustesse, le démontage, la tournée. Donc, les appareils en soi ont été tout un processus de sculpture, de développement, d'ajustement, et avec les conseils de monsieur qui fait de la construction soudure d'appareils de cirque. Donc, il a appuyé une étape de développement. Il y a notre chef gréant, Sébastien Robillard-Madar, qui aussi me donnait, un cahier de charge extrêmement rigoureux pour la sécurité des interprètes. Donc, les embranchements, les fixations, c'est très technique en art de l'esthétique, mais c'est ces contraintes techniques-là qui ont déterminé les formes esthétiques des sculptures, des agrès circassiens.